c'est une question presque tellement compliquée parce qu'elle renvoie à ce qu'était le vocabulaire du XIXe siècle. Et même avant, au XVIIIe siècle, chez Rousseau, le terme péjoratif pour désigner un arbitraire du pouvoir, c'est la tyrannie, c'est pas la dictature. La dictature, chez des gens qui étaient férus d'histoire classique romaine, c'est une institution respectable, c'est une forme contrôlée du pouvoir d'exception, paradoxalement. Donc c'est pas du tout péjoratif, et il faut savoir que pendant toute la première moitié du XIXe siècle, dans la Révolution belge de 1930-1932 par exemple, tout tourne autour de quel est le pouvoir d'exception transitoire, en reproduisant l'idée du comité de salut public. Donc on tourne autour de l'idée d'un triumvirat, de personnalités vertueuses qui permettrait au peuple de passer de l'obscurité dans laquelle il a été maintenu à la lumière. Donc paradoxalement, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on retient évidemment, hein, on va y revenir, mais à l'époque, la dictature du prolétariat, c'est la dictature démocratique de la majorité. C'est donc, quand Marx parle de la forme enfin trouvée, au lieu de confier le pouvoir à une minorité vertueuse, c'est la majorité qui impose son pouvoir. Donc c'est une forme démocratique. Bon. Et c'est pour ça que finalement, plutôt que de s'enferrer dans une question de vocabulaire qui a une histoire compliquée, je trouve la formule d'Engels, si vous voulez savoir ce qu'est la dictature du prolétariat, regardez la Commune de Paris. Bon, mais regardons la Commune de Paris, effectivement. Alors après, la question a une histoire, d'abord dans l'histoire des révolutions. Je crois qu'il y a beaucoup à discuter, mais je pense que c'est un peu en dehors de notre entretien, sur les équivoques des premières années de l'internationale communiste, où les rapports sont pas clairs du tout dans les premiers congrès de l'internationale communiste, sur les rapports entre le parti, l'État, les syndicats. Il y a un peu l'illusion que une fois le monde débarrassé de ses parasites, que ce soit l'aristocratie pour la Révolution française ou la bourgeoisie agraire pour la Révolution russe, on a un peuple pratiquement homogène, sain, encore une fois libéré de ses parasites, et qui a plus guère de contradictions au sein du peuple, si ce n'est par des complots de l'étranger, etc. Mais enfin, tous ne le partagent pas. Hein. Paradoxalement, il faut quand même rappeler que Lénine a été un des plus fermes défenseurs de l'indépendance des syndicats par rapport à l'État, avec l'idée que la société continue à respirer et que c'est des organisations comme les syndicats qui permettent, y compris, d'en percevoir les contradictions actives. Des fois, je suis un peu provocateur, donc dans l'idée que le parti ne se confond pas avec la classe chez Lénine, je dis pas qu'il en ait tiré toutes les conséquences, mais il y a le fondement théorique d'une pluralité de partis. Si le parti ne se confond pas avec la classe peut s'exprimer, et les classes par une pluralité de partis. Enfin, le fait est qu'il y a eu au moins des ambiguïtés dans la Révolution, et c'est alors après, vu ce que sont devenues les dictatures staliniennes et autres, et plus généralement l'usage du mot de dictature au XXe siècle, après Pinochet ou Franco, le mot est devenu inutilisable. C'est pas la peine de se taper la tête contre le mur. Après, il faut trouver des formes populaires pour le dire.